Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 du chapitre 19. Donc là, c'est vraiment un exercice très très important. Donc qui ressemble un peu à l'exercice 2 dans le sens où on étudie une application linéaire qui est définie directement par une représentation matricielle. Alors cette fois, ce qui nous intéresse, c'est pas de changer de base, ce qui nous intéresse, c'est de lire sur la matrice le noyau, l'image de f et son rang. Alors, l'idée, il y a deux idées. La première idée, c'est d'écrire l'expression analytique de f. Et ensuite, donc pour trouver le noyau, l'image, on sait faire, c'est des calculs qu'on a appris à faire au chapitre 17. Et c'est des calculs qui peuvent s'avérer fastidieux. Ici, on va apprendre des nouvelles méthodes, essayer de lire sur la matrice ces informations et de comprendre les choses plus en profondeur. Donc l'idée de départ, c'est que les colonnes de votre matrice, à chaque fois, c'est l'image par l'application linéaire de la base canonique. Donc par exemple f2.1, f2.2, f2.3. Et on a vu un théorème au chapitre 17 qui dit que l'image de f est engendrée justement par l'image des vecteurs de la base canonique. Donc en fait, les colonnes de votre matrice, à chaque fois, si vous les écrivez en ligne, ça vous donne une famille génératrice de l'image. Donc ça, on le lit sur la matrice. Et donc, ce qu'il faut essayer de chercher, c'est des relations entre les colonnes des matrices. Et si vous trouvez des relations entre ces colonnes, ça va vous donner une base de l'image. Et pour le noyau, eh bien, une fois que vous connaissez la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang, le théorème du rang va vous donner la dimension du noyau. Et donc là, il vous restera que quelques calculs pour trouver un noyau. Donc c'est vraiment une démarche inverse de ce qu'on faisait habituellement. Habituellement, avec l'expression analytique, on trouvait une base du noyau, puis de l'image. Là, on fait l'inverse. En étudiant les colonnes des matrices, on va trouver une base de l'image, puis du noyau. Donc, voyons voir sur ces trois exemples. Donc notre première matrice. Alors l'application linéaire canoniquement associée, comme il y a 3 lignes et 3 colonnes, ça va de R³ dans R³. Et elle a cette expression analytique qu'on a appris à calculer rapidement dans l'exercice 2. Alors ici, est-ce qu'on voit des relations entre les colonnes? Là non. Ces deux colonnes là ne sont pas collinéaires. Et ici elles se ressemblent, mais en fait elles ne sont pas collinéaires non plus. Donc là, malheureusement, je ne trouve pas de relation sur les colonnes de ma matrice. Donc, je vais utiliser l'ancienne méthode, qui consiste à utiliser l'expression analytique. Alors pour le noyau, je cherche à quelle condition un triplé x, y, z, donc Rf. Ça me donne 3 équations. Je résous le système. Et bien je trouve que x égale y égale z égale 0. Alors c'est bien de tomber sur ce cas, parce qu'il est censé être plus simple, mais parfois on est désemparé. Ça veut dire que le noyau de f ne contient que le vecteur nul, donc que f est injectif. Mais quand même f est un endomorphisme en dimension finie. D'après le chapitre 17, c'est un automorphisme de R³. Donc l'image de f, je sais que c'est R³, puisque f est surjective. Le rang de f, c'est 3. Alors une base de Kerf, une base du singleton 0, par convention, c'est l'ensemble vide. Et une base de l'image de f, c'est n'importe quelle base de R³, on peut prendre la base canonique de R³. Donc là, on est un peu surpris de trouver ça, mais c'est le cas où f est un automorphisme. Et donc, d'après un des théorèmes du chapitre 19, comme f est un automorphisme, cette matrice est inversible. Et donc, ces colonnes sont linéairement indépendantes. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé de relation entre les colonnes. C'est que je suis tombé sur une matrice inversible. Donc là, la nouvelle méthode que je voulais vous présenter ne marche pas. Ça ne marche pas quand la matrice est inversible. On ne peut pas trop le savoir au départ. Alors, deuxième exemple. Donc un peu pareil, donc c'est 3 lignes, 3 colonnes, donc ça définit un endomorphisme de R³, ici c'est F, défini par cette expression analytique que je vais essayer de ne pas utiliser. Alors est-ce que je vois des relations sur les colonnes? Là oui, elles sont clairement proportionnelles. Donc si je les appelle C1, C2, C3, je vois que C2 c'est 2C1 et que C3 c'est 3C1. Alors si on note E1, E2, E3, la base canonique de R³, eh bien, les colonnes, c'est F2.1, F2.2, F2.3. Donc j'ai trouvé que F2.2, c'est 2F2.1,
Et f de E3, c'est 3f de 1. Or, d'après le chapitre 17, l'image de f est engendrée par f de 1, f de 2, f de E3. Donc ça, c'est vrai dès que E1, E2, E3 est une famille génératrice de l'ensemble de départ. Donc en particulier, ça marche quand c'est la base canonique. Alors d'après mes relations sur les colonnes, c'est engendré tout simplement par f de 1. Mais f de 1, donc ses coordonnées dans la base canonique sont là. Comme c'est la base canonique, les composantes c'est 1, 1, 1, donc il est non nul. Et donc f de 1 est une base de l'image de f est une droite, et le rang de f c'est 1. Donc là on voit que, presque sans calcul, j'ai trouvé l'image. Je l'ai lu sur la matrice. Alors pour le noyau, le théorème du rang vous dit que la dimension de R3, c'est la dimension du noyau plus le rang. On trouve que le noyau est de dimension 2. Donc le noyau c'est un plan, il faut trouver deux vecteurs non colinéaires. Et là, on va voir que je les ai trouvés ici, quand j'ai écrit mes relations sur les colonnes. Donc je l'ai réécrit, j'ai trouvé que f de E2 c'était 2f de 1, et f de E3 c'est 3f de 1. Mais alors j'ai appris à utiliser la linéarité pour déduire de ce genre de formule des vecteurs du noyau. Donc f de E2 égale 2f de 1, ça fait f de E2 moins 2f de 1, moins 2e1, qui est égal à 0. Et ça fait f de E3 moins 3e1, qui est égal à 0. Donc ici, j'obtiens deux vecteurs du noyau. Donc ce sont les vecteurs moins 2, 1, 0 et moins 3, 0. Alors comme ils sont non colinéaires, ils forment une famille libre. Et comme Keref est de dimension 2, elle est libre maximale. Et bien donc j'ai trouvé une base de Keref. Donc là on voit encore une fois que je n'ai pas fait de calcul de système. Les formules que j'ai lues sur les colonnes de la matrice m'ont permis de trouver le noyau. Donc c'est ces méthodes qu'il faudra essayer d'acquérir dans ce chapitre. Alors un autre exemple un peu plus compliqué, qui est une matrice 4-4. Donc là, si on faisait des systèmes linéaires, il y aurait 4 inconnus et 4 équations, ce serait un peu barbant. Donc on va essayer de lire des informations sur la matrice de la même façon. Donc l'endomorphisme canoniquement associé, c'est un endomorphisme de R4. Je n'écris pas l'expression analytique qui est vraiment compliquée et que je ne vais pas utiliser. Donc je charge des relations sur les colonnes. Donc j'appelle E1, E2, E3, E4 la base canonique de R4. Et C1, C2, C3, C4, les matrices colonnes de la matrice C. Alors, est-ce que je vois des relations? Je vois que la première colonne, c'est moins 3 fois la deuxième, et que la quatrième, c'est moins 2 fois la troisième. Bon, c'est déjà pas mal, avec 4 colonnes, je trouve déjà deux relations. Donc au niveau des vecteurs, ça donne ces relations. Et donc l'image de f, qui était engendrée par f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, est en fait simplement engendrée par f de 2 et f de 3. Alors f de 2, f de 3, ils sont là, ils sont non colinéaires. Donc on a une base de l'image de f. Donc rang de f c'est 2. Le théorème du rang vous donne que Keref est de dimension 2. Donc il faut trouver deux vecteurs non colinéaires du noyau, que je vais déduire encore de ces formules. Donc par linéarité de f, j'ai E1 moins 3E2 et E4 moins 2E3 qui ont pour image par f 0. Donc ce sont deux vecteurs du noyau. Ils sont non colinéaires, donc c'est une famille libre maximale du noyau, puisqu'on a dit ici que le noyau était de dimension 2. Et donc on a trouvé une base de Keref. Et voilà, encore une fois, on n'a pas eu besoin d'utiliser un système linéaire.